Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de thriller d'Halloween. Avant de commencer, petite parenthèse, j'ai terminé le livre dont je vous parlais dans la précédente vidéo, il s'agit de Mexican Gothic. Et sans vraiment beaucoup de surprises, j'ai adoré ce livre. Vraiment, ça a été pas loin du coup de cœur. Je pense que je l'aurais lu un peu plus vite, ça aurait été un coup de cœur, mais là, j'ai laissé traîner la lecture un peu trop longtemps. Mais dans l'ensemble, vraiment, je conseille fortement ce livre pour un Halloween réussi. Si vous voulez avoir le résumé, je vous encourage à voir ma vidéo précédente sur les lectures gothiques d'Halloween. En tout cas, c'est un livre à lire si vous cherchez une héroïne badass, non, quand même pas, mais une héroïne qui en veut, qui ne se laisse pas compter, qui a un certain caractère. Et vraiment, j'ai adoré le personnage principal, donc allez-y. Bien, on va commencer cette vidéo par des thrillers forcément. Après, j'ai inséré quelques titres qui ne sont pas des thrillers parce que je me voyais pas faire une troisième vidéo sur des titres en vrac. Donc je me suis dit que j'allais l'insérer dans cette vidéo. Donc il y a une partie thriller et une partie 2-3 livres qui ne le sont pas. Mais vous allez voir, ils sont tout aussi bien à lire. Au contraire, ça peut vous ouvrir peut-être d'autres perspectives. Ou alors, si vous n'aimez pas forcément les thrillers, ça vous donne quelques idées aussi. On commence avec le thriller de Nico Takian qui s'intitule La Lisière. Nico Takian, c'est un auteur où je suis mitigée. En effet, j'ai lu plusieurs livres de lui, il y en a un que j'ai bien aimé qui s'intitule Respire. Après, malheureusement, les autres livres que j'ai lus ne m'ont pas convaincue. Et celui-là, malheureusement, en fait partie. On y va pour le résumé. Un choc sous la voiture en pleine nuit, alors que Viviane, Adrien et leur fils Tom roulent dans les monts d'Arrée, ce massif breton formé de landes, de roches et de marécages. Adrien s'arrête, descend pour voir. Tom le suit. Une minute passe, puis deux. Viviane s'inquiète, c'est bien long, et elle ne les entend plus. Elle quitte la voiture et appelle. Personne. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle, fulmine-t-elle. Mais quand elle s'avance de quelques pas vers la forêt, un homme surgit et la prend en chasse. Il est armé d'une hache, elle court vers la route et se jette quasiment sous les roues d'un camion qui la prend à son bord et la conduit à la gendarmerie. Là, Viviane raconte affolée, supplie qu'on l'aide. La lieutenante Maëlys Mons envoie une équipe sur les lieux. Rien, pas de voiture. Aucune trace. Ainsi commence une attente d'autant plus insoutenable pour Viviane que dans ses rêves qui semblent essayer de lui dire quelque chose, elle retrouve son mari et son fils. L'incompréhension grandit lorsque la voiture est découverte au fond d'un marais vide. Qu'est-il arrivé à Adrien et Tom? Le speech est très vendeur, vraiment. C'est un livre que je n'ai pas entièrement détesté, même si c'est très rare quand je déteste un livre, j'accroche ou j'accroche pas. Ici, disons que l'intrigue dans l'ensemble m'a plu. J'ai bien aimé la manière dont s'est déroulé le fil conducteur. Ce qui m'a dérangé, c'est le côté un peu surnaturel. Je pense qu'il n'y aurait pas eu ce côté-là. J'aurais beaucoup aimé. Parce que le final est inattendu. Le personnage de Viviane, bon, j'ai pas eu forcément beaucoup d'attache pour elle. Mais j'insiste sur le fait que l'intrigue est très bonne. J'ai été déçue d'être déçue parce que je ne demandais qu'à aimer ce livre. À noter par contre que ce livre a eu beaucoup de très très bonnes critiques. Et donc du coup, je suis d'autant plus déçue d'être passée à côté parce que je pense sincèrement que c'est une bonne trame, il y a vraiment quelque chose dedans et j'ai pas réussi à accrocher. S'il vous intéresse en tout cas, n'hésitez pas, découvrez-le. Encore une fois, c'est à vous de vous faire votre propre avis. On continue avec un duo. J'ai essayé de ne pas trop vous présenter de livres dans cette vidéo, histoire de ne pas faire un truc trop long. Ma précédente vidéo dure quand même 35 minutes, donc je peux comprendre qu'à la fin c'est un petit peu saoulant. Ici, donc, je voulais vous présenter les deux livres de Sarah Pearse qui s'intitulent Le Sanatorium et Le Nid. Alors, pourquoi je vous les présente tous les deux? Tout simplement parce que je les ai adorés tous les deux. Et l'ambiance est suffisamment prenante et très tendue pour convenir à un Halloween. Le Sanatorium, j'ai dû en parler peut-être dans une vidéo précédente, je suppose. C'est un livre qui est assez drôle parce que la première fois que je l'ai lu, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur dessus. Il m'a énormément plu. C'est un livre qui est très intriguant parce que j'ai énormément de mal à chaque fois à me souvenir de la fin. Je ne sais pas pourquoi, je crois que je le confonds avec un autre. Et c'est très bizarre parce que ça ne m'arrive jamais pour les livres. Mais celui-là, je sais pas, ça m'est arrivé.
Et du coup je l'ai relu et encore une fois je l'ai adoré. Donc vraiment c'est une valeur sûre que je vous conseille. Le résumé est vraiment court, percutant, on n'a pas besoin de plus. Le sanatorium, un ancien sanatorium transformé en hôtel de luxe, une femme qui disparaît lors de ses fiançailles, une tempête de neige qui coupe l'hôtel du monde et un corps mutilé, un huis clos terrifiant. J'aime beaucoup les huis clos. Si vous suivez ma chaîne, vous vous rendrez un petit peu compte que j'en présente pas mal. C'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que je trouve que dans un huis clos, on arrive vraiment à saisir une ambiance hyper tendue et on part pas dans tous les sens. L'atmosphère, à chaque fois, est super bien rendue quand c'est bien écrit. Il y a très peu de huis clos qui ne m'ont pas plu, contrairement aux livres que je vous présentais précédemment sur les manoirs hantés et les livres un peu d'horreur ou gothiques, où là je suis vraiment très pointilleuse. Au niveau des huis clos, c'est très rare quand j'ai un huis clos qui ne me plaît pas. Ici, franchement, aucune mauvaise surprise. On suit donc une femme qui s'appelle Eileen et qui se rend aux fiançailles de son frère, sauf que en plein milieu, alors déjà c'est un petit peu tendu parce qu'il y a des problèmes de famille, et en plein milieu, la fiancée disparaît. Du coup, Eileen va essayer de mener un petit peu l'enquête. Il faut savoir qu'elle va découvrir des trucs qui sont pas top. Et en plus, l'ambiance sanatorium, avec un passif un petit peu glaçant, ça joue parfaitement son rôle. Dans une montagne, avec de la neige, etc. C'est un livre que je vous aurais peut-être conseillé pour cet hiver. Mais l'ambiance qui est vraiment extrêmement pesante me fait dire que c'est une très bonne lecture aussi pour Halloween. Pas de citrouille malheureusement, pas de fantômes, rien du tout, mais vraiment une intrigue qui tient la route. C'est à conseiller et en plus il est sorti en poche, donc n'attendez pas. Et du coup, le nid, c'est la suite sans être la suite, dans le sens où on retrouve l'héroïne, mais on n'est plus du tout dans le même lieu. Cette fois-ci, on change totalement, et à mon sens, celui-là va beaucoup plus coller avec l'ambiance Halloween. Mais je vous encourage d'abord à lire le premier, au moins pour faire connaissance avec le personnage d'Eileen, et puis ensuite lire le deuxième. Encore un huis clos, et c'est une île bien mystérieuse. Un centre de bien-être luxueux, une île coupée du reste du monde, un serial killer en liberté, bienvenue sur l'île de Carrie. Il faut savoir que le fil rouge de ce livre, c'est une histoire qui concerne une légende sur une faucheuse. Donc c'est pour ça en fait que je me dis que c'est un bon livre pour Halloween. Sincèrement, j'ai peut-être un tout petit peu moins apprécié que le sanatorium, mais vraiment une lichette. Disons que je pense que l'ambiance sanatorium me plaisait plus par le passif. Ici, on est sur une île. Après, l'île a un sacré passif aussi, et vraiment sincèrement, hein, si je vous dis que j'ai préféré le sanatorium, c'est vraiment de très peu. Ça reste une très bonne lecture, sincèrement, testez. Au passage, une amie a rigolé en voyant un peu ma sélection, parce qu'elle l'avait vu en amont, et elle m'a dit « Oh, t'as l'air de beaucoup aimer les éditions Michel Lafon ». Alors c'est pas du tout sponsorisé, il n'y a rien, il n'y a pas de partenariat, rien du tout. Mais en fait, c'est vrai que j'aime énormément les couvertures qu'ils font. Je trouve que c'est assez percutant et toujours très bien visuellement. Et personnellement, les couvertures, c'est vraiment ce qui m'attire en premier dans un livre. On continue dans le thème duo, avec un duo de thriller, pareil, qui met en scène la même personne. Le tome 2 est sorti il y a très peu de temps, il est sorti ce mois-ci, au mois d'octobre. Il a eu énormément d'impact sur les réseaux sociaux parce que je pense que déjà le service presse a été très fort. Énormément d'instagrammeuses en ont parlé, au niveau des book addicts, je pense aussi que ça a bien fait le tour, au niveau des blogs, etc. Je vous montre ça, il s'agit de La femme de ménage. Alors, on a La femme de ménage et on a Les secrets de la femme de ménage. Ces deux livres-là sont vraiment super. Quand même, réussir à nous faire un thriller avec une héroïne qui est femme de ménage, alors c'est un métier qu'on ne rencontre quasiment jamais en termes de personnage principal dans les thrillers, je précise. On est bien d'accord qu'on est toujours sur une enquête avec voilà, policier, tueur, blablabla. Ici, c'est vraiment un roman à suspense. Ce duo de livres, je suis extrêmement mitigée pour vous le présenter. Et je trouve que ça colle parfaitement avec Halloween. Pourquoi? Ils ont une angoisse folle tous les deux. Ce sont deux livres à ne pas mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des triggers. Faites bien attention si vous êtes un petit peu sensible sur certaines choses, notamment sur les violences conjugales, sur les pervers narcissiques, des choses comme ça. Ça traite de ce sujet-là, dans les deux.
Je veux pas vous spoiler tout, mais en gros, ça peut poser problème. Comment dire, je suis extrêmement émotive et extrêmement empathique quand je lis un livre. C'est vrai que je ressens énormément d'émotions. Ces deux livres-là m'ont beaucoup convaincue quant aux émotions qu'ils véhiculent. J'ai pas connu les situations qui sont décrites, hein, très loin de là, mais j'avais une boule dans la gorge quand je lisais ces deux livres. Tellement la plume est extrêmement bien dosée, tellement c'est convaincant. Je trouve que l'auteur livre ici des récits qui ne sont pas du tout autobiographiques ni rien. On est vraiment dans de la fiction, mais c'est de la fiction hyper prenante. Du coup, j'ai adoré. Je vous lis les résumés après. Mais j'ai adoré. Mais d'un autre côté, ce sont deux lectures qui m'ont énormément gênée. Le premier livre, du coup, qui s'intitule La femme de ménage. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée et l'occasion de repartir de zéro. Mais sous ces dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille il y a quelques années. Heureusement, le gentil et séduisant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Je vous lis le deuxième résumé. C'est une chance inespérée pour Millie d'avoir décroché un nouveau travail. Chez les Garrick, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur New York, elle fait le ménage et prépare les repas dans la magnifique cuisine. Ça paraît trop beau pour être vrai. Et effectivement, la femme de ménage ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau. Son patron, Douglas Garrick, est d'humeur de plus en plus changeante. Et pourquoi sa femme Wendy reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d'amis? Le jour où Millie découvre du sang sur une chemise de nuit, elle ne peut plus rester les bras croisés. Quelque chose se trame dans cette maison. Une situation à laquelle Millie n'est pas préparée et qui pourrait bien se retourner contre elle si elle continue de vouloir découvrir les secrets des autres. Personnellement, j'ai préféré en termes d'intrigue et de rebondissement le deuxième livre au premier. Le premier, je pense que c'était plus une introduction, l'autrice cherchait un petit peu sa patte. Là, elle l'a trouvé. Le deuxième est incroyable. Je comprends qu'il y ait eu autant d'engouement sur les réseaux sociaux, j'en dis pas plus. Si vous êtes tenté par ce style de livre, encore une fois, attention sur certains triggers, mais moi je vous dis ça m'a dérangé. Mais si vous êtes tenté pour ce style de livre, sincèrement, découvrez-les. Aucun partenariat, par contre, moi j'ai pas eu de service presse, de choses comme ça, hein. J'en ai jamais. Tous les livres que je vous propose, ce sont les livres que j'ai payés de ma poche ou qu'on m'a offert en anniversaire, à Noël, etc. Je n'ai aucun partenariat, je n'ai aucun service presse, sinon je le mentionnerai bien entendu. On va passer encore avec un livre de Michel Lafon qui s'intitule La Villa. Regardez-moi cette couverture. La Villa, pareil, il est sorti un petit peu plus tôt dans l'année, il a dû sortir aux alentours des grandes vacances. Là, on sort totalement de tout ce qui va être thriller classique, avec les tueurs en série, les machins, les bidules. Vraiment, là, on est encore une fois sur un huis clos. J'aurais dû intituler cette vidéo les huis clos d'Halloween, et c'est pas fini. Mais voilà. Là, en effet, on est encore une fois sur un huis clos qui est extrêmement intéressant. Je vous lis le résumé et je vous explique après. La Villa. Félicitations! Vous avez maintenant un accès exclusif à La Villa, une télé-réalité comme vous n'en avez jamais vu. 92 caméras en streaming depuis chez vous, 24 heures sur 24. L'occasion exceptionnelle d'observer 10 candidats entrer en compétition sur une île paradisiaque. Et vous, téléspectateurs, avez le contrôle pour leur faire ce que vous voulez. Pour Iris, Becky, Cameron et les autres, c'est une chance unique de tout rafler, amour, argent et célébrité. Mais rien ne se passera comme prévu car Iris n'est pas celle qu'elle prétend être. Que le jeu commence. Ce livre-là, j'ai énormément apprécié. Pourtant, la télé-réalité, c'est quelque chose que je fuis à 1000%. En théorie, une intrigue sur la télé-réalité, pardon, c'est pas le truc qui m'aurait d'emblée passionné. Je me suis laissée quand même convaincre, j'ai laissé sa chance à ce livre et ça a été une très bonne découverte. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui se centre exclusivement sur les personnages qui sont au final super fouillés.
et qui ont un passif hyper complexe, etc. Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant à lire. Ça soulève des faits qui font réfléchir. On lit ce livre avec plusieurs niveaux de lecture. On va le lire pour le niveau thriller, on va le lire pour le niveau aussi question de société. C'est tout bête, mais c'est vrai que quand on regarde une télé-réalité, bon, 99% des gens, je pense, se rendent compte que tout est écrit, fait exprès, etc. Mais ici, on plonge un peu dans des coulisses d'une télé-réalité. Bon, c'est pas une vraie, c'est pas grave. Les faits sont là, le contexte est là. Dans un thriller, en général, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va avoir un rythme qui va être très haletant, on va avoir une enquête qui va être bien menée, on va souvent avoir un serial killer, ou alors on va avoir un tueur assez particulier, avec une psychologie particulière. Ici, c'est un thriller, mais sans l'être, parce que on se sent dans une bulle. Ça ne part pas dans tous les sens. C'est un fil rouge qui est très très bien rodé. On se sent en apnée dedans. On ressent même la tension, c'est très impressionnant, j'ai trouvé, au niveau du choix des mots, au niveau des scènes, on est dedans, on lit une télé-réalité. Et c'est d'autant plus précieux qu'on a du coup accès à toute la psyché des personnages, qui sont vraiment tous à la fois très caricaturaux, mais à la fois totalement logiques pour un roman de ce genre. Je trouve que c'est un roman qui est extrêmement convaincant. On passe à un poche. Après plein de grands formats, on passe à un poche qui s'intitule Emma dans la nuit de Wendy Walker. Encore une fois, c'est un livre que je n'aurais à la base pas lu. C'est pas mon schéma classique, le résumé n'aurait pas en temps normal attiré mon œil, mais parfois j'ai, je sais pas, des petites illuminations qui font que j'ai envie de tester d'autres genres dans le thriller, d'autres choses, et parfois ça colle pas. Ici, ça a super bien collé, à ma grande surprise. Une nuit, Emma et Cassandra Tanner, deux sœurs de 15 et 17 ans, disparaissent. Tout est envisagé, fugue, enlèvement, meurtre. 3 ans plus tard, Cass revient seule. Elle raconte. La fuite d'Emma cette nuit-là, Cass qui l'a suivie, un couple d'inconnus, une route, un bateau, une île transformée en prison, puis son évasion. Lorsque Abby Winter, psychiatre du FBI, recueille le témoignage de Cass, elle est envahie par le doute. Son récit comporte de troublantes zones d'ombre. Dit-elle toute la vérité? Je vous préviens tout de suite, lisez ce livre si vous aimez tout ce qui est thriller psychologique. C'est du 100% ça. Ne lisez pas si vous aimez les courses-poursuites, les trucs haletants, les grosses scènes de crime, etc. Ça vous servira strictement à rien. On est dans du pur psychologique. Et ce livre est extrêmement impressionnant là-dessus, parce que il part sur une idée, puis il déconstruit cette idée, puis il part sur une autre, et il la déconstruit, etc., etc. Et au final, petit bout par petit bout, on se rend compte que, en effet, il y a des choses qui collent pas, quoi. J'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a totalement baladé, de bout en bout. Là, encore une fois, on se centre exclusivement sur des personnages. C'est un récit dans le récit, vu qu'on est dans les souvenirs de Cass. Elle nous raconte son histoire, elle nous raconte tout son passif. Moi, ce qui m'a vraiment passionnée dans ce livre, c'est de dérouler le fil de l'intrigue. Le final est très bon. Ça a été vraiment une très très bonne surprise et j'aurais été très stupide de ne pas le lire. Comme quoi, parfois, il faut vraiment sortir un petit peu de son confort et ne pas hésiter à trouver d'autres choses. Parce que vraiment... Là, ça a été une réussite. Je me suis vraiment surprise à adorer ce livre, alors qu'au départ, le speech ne me tentait pas plus que ça. On va finir cette vidéo avec 2 livres. Alors, c'est les 2 qui ne sont pas des thrillers, mais je voulais quand même vous présenter pour Halloween. Pourquoi? Parce que il y en a un, c'est un peu le style gothique contemporain, comme je l'appelle, et qui est vraiment vraiment très bon et que j'ai adoré. Et l'autre, c'est un style plus steampunk, mais du coup, je savais pas trop dans quoi l'intégrer. Le premier, qui est donc dans du style gothique, c'est La disparition d'Audrey Wilde d'Eve Chase. Eve Chase, c'est une autrice que j'aime énormément, qui écrit notamment Un manoir en Cornouailles. Si vous aimez les histoires qui mêlent des secrets de famille, des disparitions inexpliquées et des fins qui sont somme toute bien tournées, lisez Eve Chase. C'est une valeur sûre. Ici, on ne change pas une bonne recette. On a des mystères familiaux, un huis clos encore un peu parce que ça se passe dans une campagne et dans une ferme. Les sœurs en question ne vont pas sortir plus que ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, encore une fois, c'est ce principe d'histoire familiale où
il s'est passé quelque chose, il y a des non-dits, et quelqu'un va essayer d'en savoir plus et va grappiller à droite à gauche des petits indices, va rencontrer des gens, va réussir à dénouer certains liens. Alors, donc, 2009, Jessie quitte Londres pour aller s'installer en pleine campagne au manoir d'Applecote, persuadée de pouvoir y prendre le nouveau départ dont sa famille semble avoir tant besoin. C'était compté sans les inquiétantes rumeurs qui courent sur la nouvelle demeure. Juin 1959, lorsque Margot, 15 ans, et ses 3 sœurs arrivent chez leurs oncles et tantes au manoir d'Applecote, elles espèrent passer un été paisible loin des frasques de leur mère. Mais Margot se sent irrépressiblement attirée par le mystère entourant Audrey, leur cousine disparue 5 ans plus tôt et dont l'ombre plane sur leur famille. À 50 ans d'écart, Margot et Jessie vont chacune obtenir les différentes pièces d'un même pulse et vivre au manoir d'Applecote des événements qui les changeront à jamais. Alors, je sais pas si c'est la peine de trop développer, hein, c'est vraiment un roman que je conseille, qui fait du bien, les petits romans un peu feel good. On lit ça sans se prendre la tête, on fait nos petites suppositions, en général on a, comme d'habitude, on a tout faux. C'est nickel. Si vous voulez vraiment un Halloween sans prise de tête, voilà, ça peut vous être très utile. Dans la même veine, je vais en profiter, je vais vous présenter l'autre roman de Dave Chase, après donc Le Manoir en Cornouailles. Il y a celui-là, et le troisième, c'est celui que je viens de vous présenter, là, La disparition d'Audrey Wilde. Ici, on est sur les filles du manoir Foxcott. Et franchement, c'est bon, le même acabit, je vais pas trop m'étendre dessus, je vais juste vous lire le résumé, peut-être que ça peut vous plaire. Personnellement, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. Oh là, ça commence. Gloucestershire, voilà, vous avez compris. Août 1971. Un bébé est retrouvé dans les bois du manoir de Foxcott. La famille Harrington, endeuillée par une terrible tragédie, recueille avec joie la petite fille et décide de l'élever en secret. Mais ce bonheur familial est très vite ébranlé par la découverte d'un cadavre sur la propriété. Des années plus tard, Sylvie, désireuse d'éclaircir les zones d'ombre de sa vie, est à son tour entraînée dans les bois majestueux et sauvages de Foxcott, là où rien n'est tout à fait ce que l'on croit. Sylvie découvrira-t-elle la vérité et osera-t-elle la révéler? Tragédie familiale, blablabla, tout ça, super. Et on termine avec le livre steampunk qui s'intitule Smoke de Dan Villetta. Smoke, il est un peu à part. Déjà, bon, c'est du steampunk. C'est un genre que j'aime beaucoup lire. J'ai du mal à en trouver qui me plaisent en ce moment. Donc, j'en lis encore très peu. Bon, j'en ai plein dans ma palle, hein. Vraiment, c'est pas très grave. J'ai de quoi faire pendant, je pense, plusieurs années. Celui-là, je l'ai sorti parce que l'ambiance, pour moi, colle parfaitement avec une ambiance Halloween. Angleterre, fin du 19e siècle. À Londres s'entassent les classes laborieuses qui, par tous les pores, exsudent une infecte fumée, preuve de leur noirceur intérieure et de leur infériorité. À la campagne vivent les aristocrates d'une blancheur de lys et qui ne fument jamais, signe de leur vertu et de leur droit à gouverner. Dans un internat d'élite, Thomas et Charlie, 16 ans, s'exercent sans relâche à dompter leurs instincts afin de ne pas fumer. Mais le doute les tenaille. Comment se fait-il que l'un de leurs congénères, un vrai petit tyran, soit épargné par la marque du vice? Avec l'aide de Livia, ils enquêtent sur la nature réelle de la fumée et découvrent que l'ordre établi est fondé sur une scandaleuse duperie. Dès lors, une lutte à mort s'engage. C'est la guerre de la passion contre la raison, du désir contre la bienséance, du droit contre l'injustice. Même si leurs frontières sont souvent imprécises. Un tour de force d'une féroce imagination, un conte d'une audace dickensienne en parfaite résonance avec notre époque. Personnellement, ce livre-là, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, la trame, le fil rouge. Par contre, trop long. Je l'ai même pas fini. Pourtant, l'idée est super originale, super bien traitée. On se retrouve vraiment dans un conte steampunk du 19e siècle avec les vapeurs, la fumée, etc., etc. Les personnages sont attachants à leur manière, sans être mièvres, sans être gnangnan, coucou Oxford, voilà, mais trop long. C'est le seul reproche que j'ai à faire, je vais pas m'étendre dessus non plus, là pour le coup j'ai pas grand chose à vous expliquer, si ce n'est que l'ambiance, le décor est génial, l'idée incroyable, les personnages super. Franchement, il y aurait eu peut-être 100 pages de moins, ça aurait été nickel. Ou je sais pas, je pense qu'il y a une longueur dans le texte qui fait que à la fin,
J'ai l'impression que ça tourne un peu en rond ou ça s'étire en longueur. Et ça, à un moment donné, ça m'a saoulée, hein, clairement. Il y a énormément de potentiel dans ce livre. Du coup, je suis déçue parce que je pense être passée à côté de quelque chose. Je vais essayer de le relire plus tard pour voir si ça passe mieux. Si vous l'avez lu, bah, n'hésitez pas, hein, vous me donnez votre avis. J'ai rassemblé un peu tous les livres dont je vous ai parlé pendant toute cette vidéo. Au final, je voulais faire une vidéo assez courte. Je pense qu'elle va être un petit peu longue parce que j'avais tellement de choses à vous montrer. Et ce sont des livres dans l'ensemble qui m'ont beaucoup plu, à part le Nico Takian, mais bon, c'est pareil, hein, c'est un avis purement personnel, faites votre propre avis, encore une fois. Bref, cette vidéo est terminée, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Je vous souhaite à tous un excellent Halloween si on ne se revoit pas d'ici là, si je ne refais pas de vidéo d'ici là. Je vous souhaite en tout cas aussi une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Merci beaucoup pour tous vos petits commentaires, vos abonnements, ça fait toujours très plaisir. J'espère que vous avez noté quelques titres. Passez un bon moment de lecture et je vous dis à la prochaine. Bye!